on idéalise beaucoup les célébrités. J'étais expert sur Instagram. Quand je dis expert, c'est que personne ne pouvait parler algorithme avec moi. Je bouffais Instagram midi soir. Ça en est arrivé où on est allé dans le bureau du maire. On veut vous parler, on a poussé toutes les portes et on a réussi en fait à mettre ce projet en place qui a été génial, ça a cartonné. Là c'était un super projet et puis le Covid est arrivé. Tu me fais confiance, Dubaï c'est cool, faut au moins que tu viennes. Je suis venu donc pour 4 jours avec donc mes 3-4 caleçons, t-shirts et je suis jamais reparti. T'as remarqué un truc? Déjà on voit pas les anciens Émiratis, les personnes âgées. La marque reste au-dessus de tout, c'est un petit peu comme Paris Saint-Germain, Mbappé, par demain, le Paris Saint-Germain ça sera toujours le Paris Saint-Germain. C'est l'argent des actifs qui doit financer l'argent des passifs. Bah, c'est normal si tu gagnes 15 000 et que tu dépenses 15. Bah, concrètement t'es pauvre. Yes les amis, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode en compagnie de Max. Comment vas-tu Max? Ça va très bien, merci de me recevoir. Mais je t'en prie, avec grand plaisir et je suis content de faire ce podcast avec toi puisqu'on est à Dubaï et t'es l'une des premières personnes que j'ai rencontrées depuis que je suis installé ici depuis maintenant 2 ans. Et t'as un parcours atypique parce que toi aussi tu es sur Dubaï depuis quand exactement toi? Alors début de la période Covid, ouais, je dirais à peu près 3 ans. À peu près 3 ans, voilà. Tu as à ce jour monté une société, une structure, alors je ne sais pas le terme exact, mais globalement tu gères toute la partie administrative pour les gens qui viennent s'installer ici, créer une société, toutes les démarches un petit peu fastidieuses, toi tu les rends accessibles et simples aux gens qui souhaitent s'installer ici. Et tu as d'ailleurs beaucoup d'expatriés francophones qui passent par tes services aujourd'hui, donc tu as monté une très belle boîte. Et moi j'aimerais déjà commencer par te demander un petit peu, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui tu es, comment tu as démarré en fait ton aventure entrepreneuriale. Voilà, si tu peux nous donner un peu plus de détails vis-à-vis de ça. Ok, écoute, moi je m'appelle Maxime Gauthier, j'ai 33 ans et donc voilà, expatrié aujourd'hui à Dubaï et puis très heureux propriétaire de Maj et donc fondateur mais également directeur général puisque aujourd'hui c'est mon activité au quotidien, je m'éclate dans cette activité et voilà et donc bien quand on dit donc fondateur, entrepreneur. Et depuis j'ai envie de dire très jeune, puisque c'était déjà dans mon ADN. Okay. Tu sais, moi, à 13-14 ans, j'étais à l'école et je me rappelle avoir dit à mes parents, si je fais la même chose que les gens qui m'entourent, par définition, je vais arriver au même endroit. Ouais. Donc ça les a un petit peu surpris. Ah ouais. Et j'ai lâché à peu près, tu sais, moi, à peu près à 15 ans, donc dans ma tête en tout cas, j'étais déjà dans le fait de vouloir faire de l'argent. D'accord. Ah ouais, donc ça a commencé très tôt. Ma mère me poussait l'été, tu sais, il faut aller travailler, il faut aller faire. Donc j'avais commencé plagiste à 15 ans l'été. Ouais. Et donc voilà, c'était mes premiers argent. Et 18 ans d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais déjà créé ma société dans l'événementiel. Ok. Donc en France, et avec laquelle je me rappelle avoir ma petite valise avec mon porte-document. Aller chez Énergie, voilà, je fais des événements, on peut collaborer, trucs et tout. Donc ouais, c'était quelque chose qui était en moi. Ok. Et je pense que par obligation, tu sais, on doit avoir certains capitaux, avoir peut-être un petit peu plus de maturité. Je suis passé par le salariat, mais en tout cas, je suis très vite revenu sur l'entrepreneuriat et plusieurs projets qui m'ont emmené à Maj, qui est aujourd'hui, j'ai envie de dire, si tu veux, mon plus beau tableau. Parce que je pense que, comme beaucoup d'entrepreneurs, on va dire, c'est pas qu'on se cherche, mais c'est qu'on a besoin d'expériences, de diverses expériences dans lesquelles on va apprendre. Et puis, il y en a certaines qui se passent beaucoup mieux que d'autres, puisque quand tu commences, on va dire que tu apprends de chacune d'entre elles, et voilà. Et donc, du coup, t'as commencé à t'intéresser à l'entrepreneuriat très tôt, avant ta vingtaine, quoi. Et de ta vingtaine à ta trentaine, quelles sont peut-être les différentes expériences que tu as faites d'entrepreneuriat qui ont peut-être fonctionné ou pas fonctionné Alors, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, principalement au départ. Ouais. C'est une petite aparté, j'en parle pourquoi? Parce que c'est ce qui m'a aussi donné des valeurs de travail intenses. J'ai bossé la nuit, j'ai bossé les week-ends, et ça m'a aussi permis, si tu veux, de me dire c'est pas la vie que je veux. Concrètement, ça m'a créé cette rage encore plus de tu dois réussir à t'émanciper de ça et avoir ton indépendance. L'entrepreneuriat pour moi c'était surtout la liberté en termes de temps, pas encore géographique mais surtout en termes de temps. Et surtout tu vois que la vie est souvent bien faite, mais aujourd'hui Maj c'est une boîte dans le service. Moi je travaillais dans l'hôtellerie de luxe à Paris, dans les meilleurs hôtels de Paris, et ça m'a permis d'avoir donc des standards en termes de service très hauts. Ah ouais, comme lesquels par exemple? Alors j'ai travaillé au Plaza Athénée,
Ah, monsieur, oui. Tu connais? La référence. Ok, bon bah voilà, j'ai commencé Groom, donc j'étais à la porte d'entrée il y a de ça 10 ans, les gens s'y sont passés au Plaza, j'avais 18 ans, eh bien j'étais à l'entrée. Alors, si tu veux des petites anecdotes, le Groom c'est un petit peu ton pote quand tu arrives à l'hôtel à Paris, c'est celui qui se balade pour toi dans Paris, qui fait tes courses. Donc là, je vais te donner un exemple. Tu avais Kim Kardashian qui arrivait au Plaza Athénée, il fallait lui acheter ses culottes, une valise, des médicaments le soir. Et ben, tu avais accès à cette proximité avec ces gens-là. Parce que tu étais dans la chambre, tu discutais avec eux, tu étais un petit peu le pote. Et tu étais leur homme de main pour aller dans Paris, tout ça. Donc super job, notamment pour apprendre l'anglais. Ouais. Et comme je te dis, surtout apprendre des standards de service, c'est-à-dire on ne pouvait pas dire non. Dans ces boulots-là. Trouver des solutions. Voilà. Très rapidement, parce que c'est des gens très exigeants, qui ont beaucoup d'argent et en qui on ne peut pas dire non. Et c'est ce qui, aujourd'hui, je pense également, font que dans ma boîte de service, j'ai réussi aujourd'hui. C'est parce que j'avais des standards sans doute beaucoup plus hauts que mes concurrents. Que tu as voulu appliquer dans ce business. Qui sont arrivés machinalement parce qu'au départ, moi, j'avais les opérations en main, j'avais donc ce contact avec la clientèle. Et pour moi, répondre à quelqu'un, j'ai envie de dire dans la minute, c'était normal. Répondre à quelqu'un tard, c'était normal. Et en fait, pour mes concurrents, peut-être qu'il y avait des standards de leur activité, je suis comptable, ce que tu veux, c'est sûr qu'on les a tapés, quoi, pour être poli. Ok. Et donc, tu en arrives à Mage à partir, donc tu crées ça il y a combien de temps? Alors, donc hôtellerie dans un premier temps. Je grandis, si tu veux, dans l'hôtellerie. Donc, je passe de plusieurs échelons. Je grandis donc hiérarchiquement jusqu'à avoir des postes exécutifs. Mais j'étais bloqué parce que j'avais pas de diplôme à ce moment-là. Donc, avec l'argent que je gagnais, je paye une école privée. Et donc, je passe, en plus de mon travail, j'étais directeur de nuit au Meurice. Donc hyper tôt, 23 ans. Donc concierge et directeur de nuit. Et donc la nuit, je travaille, la journée, je vais en cours. Et donc je paye mes études. Et c'est ce qui me permet, si tu veux, de pouvoir prétendre à devenir carrément directeur d'hôtel après. D'accord, ok. Et ça a été relativement rapide, hein, c'est fou. Ouais, parce que j'ai commencé jeune et puis surtout j'avais déjà cette hargne, si tu veux, de volonté de réussir. Je sais pas encore comment ça va se faire. Tout ce que je savais, c'est que moi j'avais ce truc où, si tu veux, on se moquait un petit peu de moi parce que j'avais, je me rappelle de moi, je t'ai parlé de moi Groom. J'étais dans mes pauses avec des livres, d'essayer de comprendre des choses, d'apprendre en fait constamment. Les gens se disent mais qu'est-ce qu'il fait ce jeune, à pas être à la cantine, à manger avec tout le monde et tout. J'étais dans mon truc. Et voilà, donc, et puis le gros déclic, si tu veux, c'est j'ai mon diplôme et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment pour un statut social, directeur d'hôtel, truc, ou qu'est-ce que tu voulais faire au départ? Rappelle-toi d'où tu viens. Et je me suis juste rappelé que non, c'est moi ce que je voulais dans la vie, c'était la liberté géographique, c'était la liberté en termes d'argent, de pouvoir de pas avoir à penser, à pas avoir de limites surtout. Pouvoir dire merde. Ouais, carrément. Et puis surtout, tu as tout dit, quand tu dis pouvoir dire merde, l'hôtellerie c'est un milieu très hiérarchisé. On n'y pense pas, mais c'est une sorte d'armée. On te dit, tu as des niveaux, et puis toi on te dit, on te dit quelque chose, tu vas pas dire oui, non, pourquoi. C'est très hiérarchisé. Et donc difficile d'y mettre sa propre touche. Ouais. Et donc quand tu es créatif, entrepreneur, c'est pas le milieu qu'il te faut. C'est très procédural. Complètement, à 100%. Et donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, la petite histoire, c'est que je suis donc à ce moment-là donc dans l'hôtellerie et je me dis, c'est le début d'Instagram. C'est le début d'Instagram. Et je commence à tâtonner. Ma petite amie de l'époque me dit, tu devrais créer un blog et mettre en tout cas, te mettre sur Instagram et commencer à mettre en avant ce que tu fais au quotidien. Parce que dans ta fonction de concierge, tu vois tellement de beaux restaurants à Paris, des trucs et tout, tu peux faire connaître ça aux gens. Et je me rends compte avec Instagram que tu as la possibilité d'attirer l'attention vers toi hyper facilement. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque, tu as tout dit. Le truc, il est très simple. Je me retrouve avec ma page Instagram, j'avais une directrice d'hôtel qui me disait à peine bonjour. Après quelques posts, tu sais, donc professionnels, petites vidéos et tout, elle vient me voir. Vous êtes un malade, genre. C'est un truc de fou ce que vous faites. Tous les restaurants que vous voyez à Paris, c'est hyper intéressant et tout. Et je me dis merde, genre, j'ai juste ajouté cette personne sur Instagram, donc j'ai attiré son attention. Mais je me dis, mais en fait, tu peux faire ça combien de fois dans le mois, genre? Parce
que je peux attirer l'attention maintenant de même des autres hôtels. Bah oui. Donc mon profil peut intéresser d'autres gens. Avant, c'était pas le cas. J'étais bloqué dans mon emploi. Et là, il se trouve que, si tu veux, je commence à faire mes calculs, tout ça. Et ça découle sur ma première boîte qui s'appelle Highlight You, qui est en fait un logiciel d'automatisation, donc un robot Instagram. Donc le truc, comment ça s'est passé? Moi, je parlais russe. Donc j'avais appris le russe par rapport à l'hôtellerie. J'avais analysé, si tu veux, par exemple, au Plaza Athénée, personne parlait russe. Les mecs arrivaient, oligarques, savent louer des chambres à 20 000 € la nuit, et on leur parlait en langue des signes. Tu sais. Ah ouais. Et je me dis, mais c'est pas possible. Donc je me dis, moi, comment je vais faire pour grimper hiérarchiquement? Ma technique à moi, c'est de savoir de quoi ils ont besoin. Et donc, très con, je me dis, personne ne parle russe. Si je parle russe, ils vont me faire... C'est quoi les caprices les plus fous que tu as pu avoir dans ce rôle de concierge? Parce qu'on sait qu'il y a des trucs loufoques parfois. Hein. Écoute, il y en avait tous les jours, mais c'était des délires. Au Plaza Athénée, qui me vient à l'esprit, tu as une personne, une femme richissime qui, au Plaza, donc dans le bâtiment du Plaza Athénée, tu as 2 restaurants. Tu as une entrée principale et tu as une entrée qui se trouve à 150 mètres. Eh bien, elle a loué une limousine pour arriver devant le restaurant en limousine. Tu as des délires. Bon, là, on est à Dubaï aujourd'hui. Il faut savoir que tu as des chers, donc Arabie Saoudite, tout ça, qui un petit peu sont dans le qui a la plus grosse, qui a le plus d'argent. Ouais. L'anecdote, c'est qu'au Plaza Athénée, tu y passes l'été. Ils viennent en vacances à Paris l'été. Tu as 5, 6, 7 voitures supercars devant le Plaza Athénée qu'ils ne vont même pas toucher, qu'ils font venir depuis leur pays en avion, juste pour dire je suis à Paris en ce moment. C'est moi le boss. Tu as 7 voitures, dont des Bugatti Veyron, tout ce que tu veux. Et c'est juste pour dire, c'est moi, Sulman, ce que tu veux, c'est moi le patron. Donc c'est des anecdotes, ils touchent même pas une des voitures. Ouais. Ah, c'est ouf. Et après, voilà, tu vois un peu tout. Puis surtout, j'ai eu accès à cette proximité des choses, des moments drôles. Mais surtout aussi une prise de conscience, on idéalise beaucoup les célébrités. Il faut savoir que les célébrités sont très malheureuses. La plupart d'entre elles, ça vit à coup de médicaments. Tu rentres dans des chambres, c'est le foutoir complet. C'est des gens qui vivent de manière un petit peu comme des enfants, plein de médocs. Et ça crée une image lorsqu'ils sortent. Pendant 2 heures le soir, ça va dans un gala, ça sourit. C'est des gens qui sont très isolés, qui, pour en tout cas, je généralise, mais 70 à 80% des célébrités, on les idéalise de l'extérieur, personne ne voudrait leur vie. Oui, à 100%. Voilà. Et toi, justement, étant donné que tu avais conscience de ça, est-ce que tu as adopté, je sais pas, une approche, un comportement, un discours, une manière de les aborder différent pour les mettre peut-être plus à l'aise Écoute, pas forcément, mais en tout cas, le fait que tu sois jeune et tout, il y a un côté friendly où ça se fait naturellement. C'est des gens qui sont assez cool au final. Et puis t'as pas d'intérêt, c'est des gens qui, en fait, il y a tellement de gens autour d'eux avec des intérêts où toi, dès que tu arrives, effectivement, tu es plus, quand je disais une relation un peu pote-pote, c'est pas faux, c'est qu'en fait ils sont tellement entourés de gens qui ont des intérêts que dès qu'ils ont une interaction avec quelqu'un et puis naturel, sans c'est ça, et puis qui est exceptionnel encore une fois, parce que je connais un groupe de musique, Justin Timberlake, ce que tu veux, genre il y a des milliers de personnes devant l'hôtel qui attendent pour leur parler, tout ça, et toi t'es désintéressé au final. Moi je suis pas fan, je suis devant eux, je leur parle normalement. Donc il y a vraiment une vraie relation qui peut se créer entre guillemets humain-humain. T'as un exemple d'une relation qui s'est créée à cette époque-là, avec qui tu as pu garder une relation? Est-ce que non, j'ai pas gardé des relations après mon passage dans les hôtels. Mais beaucoup de bons souvenirs en tout cas. Ouais, beaucoup de bons souvenirs. Des fous rires avec les collègues, des trucs à l'époque. Je me rappelle, des fous rires de malade tout le temps. Mais en tout cas, tu as su conserver peut-être des bonnes manières, des exigences, peut-être des process que tu as pu ensuite modéliser dans tes futurs business, quoi. C'est ça. Donc tu as fait ensuite, donc après l'hôtel, donc tu fais cette première boîte. Donc Highlight You. Ouais, la première boîte. Et d'ailleurs, on parlait de Kevin Valfin. Oui. Kevin Valfin qui était un des premiers clients d'Highlight You, qui était venu témoigner et autres. Et c'était une tuerie parce que à l'époque, Instagram n'était pas encore réglementé vraiment. Il n'y avait pas ces blocages aujourd'hui. Donc tu étais à 30 000 likes possible je crois par mois. Non, oui, c'est ça, plus des ajouts donc en illimité sur les follow, donc tu pouvais follower en illimité. Oui, c'est vrai. Tu n'avais aucun blocage. Et donc et ce que je me dis au final, je me rappelle, c'était de me dire, mais si tu le fais sur un compte,
ça me coûtait que dalle. Concrètement, le robot me coûtait que dalle. Techniquement, je bossais avec des mecs en Russie, c'était que dalle. Et je me dis, maintenant, si on duplique ça, en fait, il va se passer un vrai changement de pouvoir, entre guillemets, de passation de pouvoir. C'est-à-dire que tu vas pouvoir donner la chance à des gens d'être visibles pour que dalle. Et donc, dans ma tête, moi, j'ai bugué. Je me suis dit, concrètement, tu es prof de sport, tu prends mon logiciel, tu vas pouvoir aller liker des gens qui sont dans les salles de sport pour que dalle, pour 10, 15 balles, en fait, et attirer des clients vers toi. Et je me suis dit, mais si maintenant tu crées 5 pages, 10 pages, 20 pages, 20, 50 pages fans, et c'est ce qu'après a découlé sur ce que tu vois aujourd'hui dans la télé-réalité, tout ça, où tu as des gens qui avaient 100, 200, 500 pages fans, en fait, qui pouvaient promouvoir et rediriger sur la page principale. Donc ça part de stratégies qui ont été pensées à l'époque, il y a 6-7 ans, avec l'automatisation. C'est excellent. Et du coup, où est-ce que te mène cette aventure-là ? Elle me mène au fait que déjà, je trouve ma indépendance en tant que, j'ai envie de dire, auto-employé. Ouais. Donc pas d'employé à ce moment-là. J'avais des stagiagiaires, 5-6 stagiaires à qui je dis, vous êtes en école de commerce, vous voulez comprendre ce que c'est, énerver sur Insta, c'est parti. Et, donc des super moments et tout. Mais ça me mène en fait donc à mon indépendance, gagner mes premiers, voilà, 3, 5, 10 000 euros par mois et pouvoir en fait vivre de ça. De ton activité, ouais. Et surtout, ça m'emmène à comprendre qu'il faut faire très attention quand on est dépendant intégralement d'une plateforme. Tout mon business tournait grâce à Instagram. Instagram, en fait, m'a littéralement bloqué mon business puisque ils ont commencé à mettre des limites. C'est-à-dire des blocages. Si tu commençais à liker plus de 30 000 fois, ton compte était bloqué. Après, ça allait même sur des blocages plus importants, shadow ban, des trucs, on est sur d'autres trucs techniques. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais expert sur Instagram. Quand je dis expert, c'est que personne ne pouvait parler algorithme avec moi. On parle de ça il y a peut-être 5-6 ans maintenant. Je bouffais Instagram midi, soir, dormais. Je pense que j'étais vraiment en francophonie. Je pense que personne ne pouvait parler Insta. J'avais pas encore cette possibilité de mettre les projecteurs sur moi à ce moment-là. Mais si ça avait été le cas à l'époque, en tout cas, j'avais une vraie expertise. Et cette première boîte, si tu veux, elle n'a pas duré plus d'1 an et demi du fait qu'Instagram m'a bloqué, tout simplement. Donc, j'ai pas pu continuer à donner la chance à ces personnes d'être visibles pour pas cher, indéfiniment. Ce qui est normal. Eux voulaient monétiser leur plateforme et en fait, très clairement, gagner de l'argent de la publicité. C'était le but d'Instagram au départ. Venez tous. Et puis après, on monétise avec la pub. Et pour moi, j'ai beaucoup appris cette première expérience. Qu'est-ce que j'ai pu comprendre ? C'est le fait que non, ne pas être dépendant vraiment d'une plateforme. Déjà, ce premier petit coup de stress tu penses avoir passé une étape et tu te dis non, là, il va falloir repartir de zéro parce que concrètement, tu n'as pas d'autre moyen. Quel est ton modèle ? Il faut pivoter et pivoter rapidement. Donc voilà, première très bonne expérience à l'étude. Donc j'ai beaucoup appris. Et ensuite, la transition avec Dubaï. Alors, entre le moment où justement tu montes ce business, ça fonctionne bien, et le moment où l'algorithme change, il y a des mises à jour, et donc du coup tu ne peux pas forcément continuer d'exercer. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tu viens t'installer à Dubaï ? Pas encore. Pas encore ? Je rentre en Corse parce que je suis originaire de Corse. Ah, t'es d'où en Corse ? Ajaccio. Ok. Donc iLikeYou me permet de rentrer en Corse, notamment d'être avec plus près de ma maman aussi là-bas, donc de travailler de mon ordinateur en fait. Je rentre en Corse et je fais la connaissance de Jonathan Tastevin, qui est un entrepreneur qui a explosé dans son domaine à l'époque, à une première boîte, tout ça. Et ça match direct. On prend un café et on se dit mais il n'y a pas de trottinette ici dans la rue. Tu sais, celle que tu trouves dans les villes. On se dit à Ajaccio, il n'y a pas de trottinette, mais ça manque de ouf. Et on se regarde. Et c'est parti d'un café. Je crois que 3 jours après, on contacte toutes les boîtes et on leur dit on veut lancer ça en Corse. Et donc l'histoire est folle. On lance les trottinettes en Corse, donc en collaboration avec la marque Bird, qui est un groupe américain qui a placé les trottinettes dans beaucoup d'endroits. Tu parles de ça, c'est en quelle année ? Ça, c'était il y a, je pense, 5 ans, 4 ans et demi. Ouais. Donc on lance les trottinettes en Corse avec un projet de malade, parce que concrètement l'histoire c'est que moi j'avais acheté un appartement parce que j'étais employé, j'avais acheté un appart et donc il me fallait des capitaux. J'ai vendu mon appart pour lancer ma deuxième boîte. J'étais tellement sûr de moi par rapport aux trottinettes et tout. Donc all-in, on appelle donc Bird, on leur dit non, on vous prend 150 trottinettes, c'est parti. Donc énervé. Et l'histoire, c'est qu'on reçoit les trottinettes et on n'a toujours pas l'autorisation de la ville.
Sans rien, enfin sans quoi rien ne peut se faire, quoi. Ah ouais, la ville, c'est la patronne. Concrètement, elle te dit, il n'y a pas de trottinette en Ajaccio, on n'en veut pas. Tu es avec ton hangar, avec ton argent, et tu pleures. Ah ouais. Et donc, il a fallu être très bon très vite, c'est-à-dire réussir à convaincre des gens dans le public, dans le domaine en tout cas de la mairie, tout ça. Il a fallu faire des dossiers, il a fallu se présenter. C'est des choses où en France, il y a des procédures qui sont assez longues. Tu sais, c'est administratif. Je fais pas un dessin, tout est très long. Ça en est arrivé où on est allé dans le bureau du maire, on veut vous parler, on a poussé toutes les portes et on a réussi en fait à mettre ce projet en place qui a été génial. Avec des surprises de malades, ça a cartonné parce que il y avait un vrai besoin. Quand on l'avait analysé, on s'est dit mais tous les jeunes, je veux dire, tout le monde rêverait d'avoir ça dans la rue, de rigoler avec. Et puis donc voilà, c'était un super projet. Et puis le Covid est arrivé. Ah ouais, fameux Covid. Le fameux Covid. Et donc là, le Covid, qui dit Covid dit tout le monde à la maison, tout le monde à la maison. Et puis moi, on m'avait tout le temps parlé de Dubaï. Dubaï. Et puis moi, plein d'a priori sur Dubaï. Je me dis Dubaï, mais c'est pas pour moi. Ah oui, non, mais c'est fake. Ah oui. Dubaï, c'est bling bling, ces trucs, c'est pas pour moi, quoi. Et puis tout le monde me dit non, mais t'es un malade. Genre, j'avais un pote australien, il me dit non, toi c'est Dubaï. Tout le monde me dit c'est Dubaï, ma maman, bref. Et donc un de mes associés me dit je vais en vacances à Dubaï 10 jours, t'as pas le choix. Tu viens, même si c'est 4-5 jours, c'est le Covid là et tout, là-bas tout est ouvert, tu viens et tu vas kiffer. Tu me fais confiance, Dubaï c'est cool, il faut au moins que tu viennes. Et la petite histoire, c'est que je suis venu donc pour 4 jours, avec donc, mes 3-4 caleçons, t-shirts, et je suis jamais reparti. Ok. Donc voilà pourquoi Dubaï. Excellent, donc tu arrives ici, puis là tu te dis c'est une révélation. Révélation totale. J'ai bugué. Ouais. J'ai bugué. Bon, déjà, je pense qu'il y a un vrai contraste aussi, c'est qu'on est passé si tu veux, du Covid où tout était fermé en France. Donc ça a encore plus accentué, il faut être honnête avec ça. Tu arrives ici, ils avaient hyper bien géré cette période-là, tout était ouvert, tu vivais normalement avec un masque au cas où. Mais ouais, j'ai bugué. Alors, moi, on a eu un point qui m'intéresse particulièrement, c'est que contrairement à 90% des personnes qui arrivent sur Dubaï et qui tombent amoureux de cette ville, toi, tu as peut-être apprécié cette ville, mais tu as su très rapidement ne pas tomber dans les travers, que ce soit justement avec ta gestion financière, là où la plupart des gens viennent ici, passent 2-3 mois et repartent une main devant, une main derrière parce qu'ils crèment tout. Toi, tu as une approche vachement intelligente, pragmatique de la chose, et puis au contraire, tu vas nous en parler, mais tu as multiplié certaines expériences, mauvaises comme bonnes, qui t'ont amené à créer Mage. Mais en tout cas, tu n'es pas tombé dans les travers de Dubaï. Parce que la réalité, c'est que c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup de monde dans la mesure où voilà, t'es pas ancré, tu ne gères pas bien ton argent et tu n'as pas surtout peut-être des rentrées d'argent régulières, parce que la plupart des gens, je pense qui viennent s'installer ici, l'une des erreurs qu'on peut faire, c'est d'avoir des rentrées irrégulières, parce que ça peut aller très vite ici si on est mal entouré. Voilà. Alors toi, comment tu as vécu ton arrivée ? Quelles sont peut-être les expériences par lesquelles tu es passé qui t'ont forgé, qui t'ont amené à créer Mage ? Écoute, je vais commencer par qu'est-ce qui m'a emmené à créer Mage. C'est le fait que j'ai commencé à rencontrer quelques entrepreneurs ici qui étaient déjà installés en fait, et qui avaient donc passé cette étape de création de société. Et tous avaient le même entre guillemets discours. Je comprends pas, j'ai une société mais j'ai pas de compte bancaire professionnel. Ça revenait une fois, 2 fois. 3 fois. Et puis un mec il me dit oui mais je comprends pas, avec mon pote on a passé par la même boîte mais moi j'ai payé 2 fois plus cher. Ah ouais, ça c'était... Donc ça commence, tu sais, t'es entrepreneur donc tu vois un problème, tu te dis il y a un truc bizarre et tout. Et je me dis mais attends les gars, on est au Moyen-Orient tout ça, là, vous me dites que c'est dur avec les banques, enfin je veux dire, tu sais, enfin des questions cons, je me dis mais j'ai l'image de moi plus du Maghreb et tout, où tu peux peut-être filer des trucs, trouver des partenaires, payer des gens. Je me dis mais arrêtez vos conneries, qu'est-ce qui est difficile. Donc c'est parti de là au départ. Je me dis juste concrètement, non, il y a des problèmes et je suis apte à les résoudre parce que il y a, en fait, ça ne me touchait pas personnellement jusqu'au moment où j'ai voulu créer ma société. Ah voilà. Ok. Et là, tu as vécu une mauvaise expérience. Exactement. C'est quand j'ai voulu créer ma société. L'histoire en 2-2, c'est que j'ai voulu faire des trottinettes ici parce que c'était mon expertise. J'ai voulu les mettre dans la marina. Il n'y avait pas les trottinettes encore. Et là, je te fais pas un dessin sur signer tout de suite là, 15-20 000 balles, c'est ok, tout est ok, vous avez vos trottinettes, c'est ok. Il n'y a pas d'autorisation pour mettre des trottinettes dans la rue. Non, c'est bon.
Juste signer, payer, tenez, amener un photographe et tout. Genre, je lui dis, mais vous êtes des malades. Et là, je me dis, mais vous jouez aussi avec les capitaux et la vie des gens, parce qu'on parle quand même de 15-20 000 balles. Ouais. Donc, et là, tu joues avec les gens parce que tu parles d'un bout de papier. C'est pas, on ne vend pas un actif, hein, c'est pas un appart ou quoi. On te parle d'une autorisation et un bout de papier. Si je peux même pas mettre mes trottinettes, tu viens de me niquer 15-20 000 balles. Donc concrètement, je l'ai mal pris. Et je me suis dit... Est-ce que tu n'as pas pu les mettre du coup? Alors non, bon, je me suis pas fait avoir pour le coup, parce que moi j'avais cette expérience de me dire non, vous êtes en train de dire n'importe quoi. D'accord, il faut l'autorisation. En parallèle, je me renseignais. Donc ici, les régulateurs, tu sais, de ce qu'il y a sur la route, c'est la RTA, qu'il fallait que tu aies plein d'autorisations. Et c'était pas du tout encore le moment que Dubaï laisse la marina avoir des trottinettes. Ça, je le savais de côté. Mais en tout cas, cette boîte-là, juste dans ses intérêts, eh bien, m'avait dit, il n'y a aucun problème, tout de suite. Voilà. Donc, parce que ça m'a touché, là, ça a été le déclic. Et je me suis dit, en fait, non, concrètement, on ne m'a jamais parlé fiscalité. Compte bancaire, tout le monde se plaint. Là, j'allais me faire niquer. Donc, j'ai pris ces 3 problèmes. J'ai fait un site. Je me suis dit, qu'est-ce que veulent les gens? Ils veulent avoir le prix tout de suite. Ils veulent avoir le même pour tout le monde. J'ai fait ce qu'on appelle un calculateur de coûts sur le site. Ouais, d'accord. Je suis le premier à faire ça. Donc après, ça a été pris par plein de gens qui font ça à Dubaï. Mais le premier à faire donc, ce calculateur de coûts, c'était donc Mage, qui permettait sur le site, en 30 secondes, tu mettais, voilà, j'ai 2 enfants, je fais telle activité, tel truc. Tu avais ton coût de création de société à la fin. Donc ça, c'était le premier truc. La partie bancaire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché, j'ai trouvé des banquiers. J'aurais commencé à leur poser des questions. J'ai dit comment ça fonctionne. Concrètement, il paraît que c'est dur d'ouvrir un compte bancaire professionnel. En fait, il fallait aller les voir, parler, comprendre. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai internalisé cette partie-là. Donc, j'ai un banquier, moi, qui a 15 ans d'expérience à Dubaï, qui s'appelle Nishan, qui est en charge du département bancaire chez Mage. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai offert, c'est t'es pas face à un conseiller bancaire à Dubaï. Quand tu vas dans une banque, le gars, tu sais pas ce qu'il veut te vendre. Là, tu as un pote banquier. Yes. Donc, chez Mage, ça change tout dans la relation. Tu dis, voilà, concrètement, moi, j'ai besoin de faire ça, j'ai mon argent qui arrive de là, j'ai de la crypto là. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas genre en mode, t'es là à trembler, tu te dis, qu'est-ce qu'il faut que je dise ou pas. T'as une autre relation. Et la partie fiscalité, c'était un petit truc en plus, mais c'était, on oublie qu'on arrive dans une nouvelle juridiction, il faut faire attention à plein de choses, et c'était important au moins d'en discuter, de s'assurer que les gens fassent les choses bien. Non, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, pour parler de mon expérience, peut-être d'un point de vue observateur de mon expérience chez toi, ce qui est appréciable, c'est qu'effectivement, tu arrives dans un nouveau pays, au Moyen-Orient. On est vraiment dans une juridiction, une culture complètement différente. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué quand tu arrives, tu sais pas vers qui te tourner, tu as peur de te faire arnaquer, ceci, cela. Et ce qui est assez appréciable, c'est que tout de suite, on a besoin d'un fiscaliste pour répondre à des questions par rapport à notre situation personnelle. On est en contact, on a besoin de la compta. Enfin, vraiment, c'est tout en un. Et puis, en fait, c'est rassurant. Et comme tu l'as très bien dit, c'est des relations friendly, tu vois, vraiment tu humanises la relation. Parce que moi au début, je me rappelle, j'avais fait une première société et j'étais passé par un mec, donc déjà je parlais un peu mal anglais et lui aussi, donc c'était compliqué pour se faire comprendre. Il m'emmenait à la banque avec lui, mais bon, je comprenais pas et j'avais toujours je faisais confiance, on m'avait recommandé cette personne, mais j'étais pas sûr en fait d'être dans les clous, tu vois, j'ai l'impression que c'était pas très clair. Alors que là, au-delà du fait que tu es français et que ton équipe aussi en parle parfaitement, on a le sentiment d'avoir une bande de copains qui ont une vraie expertise et qui peuvent te guider au mieux. Et ça, c'est rassurant quand tu arrives dans un pays complètement différent qui est Dubaï, quoi. C'est ça. Et puis avec le petit plus que j'ai, si tu veux, c'est que c'est un milieu qui est très standardisé parce que on est dans un milieu administratif. Ouais. Tu sais, c'est ce monde de avocat, comptable et tout. Ouais. Donc moi, j'ai mis un coup de pied dedans. C'est-à-dire, concrètement, j'y suis arrivé avec un œil nouveau. C'est un petit peu ce que je te dis, genre à comparaison gardée, parce que concrètement, voilà, Elon Musk qui arrive dans ce monde de, entre guillemets, envoyer des fusées sur Mars ou autre, et qui arrive à faire ça parce qu'en fait, il a un œil d'entrepreneur. Et en fait, moi, à mon niveau, dans mon industrie, si tu veux, c'est juste que je crée en fait, ce que j'aimerais avoir en tant qu'entrepreneur. C'est ça. Ce truc sur WhatsApp, cette relation, ce truc, moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est à 22h, j'ai une question, tac, je veux une réponse. Tu vois, là, on a des obligations légales qui vont arriver à Dubaï. Beaucoup plus de trucs, ce type comptabilité, beaucoup plus sérieux, tout ça. C'est pas compliqué. J'ai démoli tous les trucs et je me suis dit, moi, aujourd'hui, dans mon quotidien, comment j'aimerais que ça fonctionne. Et je me suis fait, genre, non, moi, je veux un groupe WhatsApp. Mes factures, je vais pouvoir en 3 secondes dire ta. C'est fait, j'ai même pas à penser, tout est fait derrière et tout. J'ai créé ce que moi je rêverais avoir. Et ensuite derrière, démerdez-vous, ça, techniquement il faut que ça fonctionne. Et donc ça, c'est en train de tout
remettre de tout tacler sur ce que eux, c'est avec beaucoup de standards. Nous, la compta, c'est comme ça. Il faut prendre ce logiciel. Il faut que vous uploadiez tous les mois le truc là. Et au final, c'est ce qui fait que j'ai une approche qui marche dans mon milieu parce qu'elle est vue par un vrai besoin d'entrepreneur. Oui, c'est une structure qui a été créée et pensée par un entrepreneur pour les entrepreneurs. Ouais, c'est ça. Donc ça change tout. Parlons justement maintenant peut-être du système de Dubaï, là où, comme tu le dis, hein, si tu écoutes le qu'en dira-t-on des gens qui ne sont jamais venus ici, généralement voilà, ils donnent des opinions qui sont basées absolument sur rien, étant donné qu'ils n'ont jamais expérimenté la vie ici. Du coup, ça biaise complètement peut-être l'avis ou la vision que les gens peuvent avoir de Dubaï. Prenons peut-être le top 3 ou top 5 des croyances que les Français pourraient avoir sur Dubaï et que toi, l'ayant expérimenté, tu te rends compte que c'est absolument pas le cas. On en revient à ce que tu m'as dit avant, la question qui était vraiment cool sur le fait que j'avais fait ma stratégie d'optimisation des dépenses. Oui. Et pour le coup, on a tendance à penser que Dubaï est très cher, inaccessible et autres. Ça peut l'être bien évidemment, parce que c'est une ville qui aujourd'hui est chère et que oui, de vivre à Dubaï, tout le monde ne peut pas... Voilà, mais on oublie tout de même une chose, c'est qu'à Dubaï, il y a quand même 80% de la population qui est du Moyen-Orient, qui est d'Asie, qui est indienne et qui vit avec peu d'argent. Dubaï, c'est un émirat. Il y a Sharjah qui est collé. Sharjah, c'est à une demi-heure de route. Dera. Fougera, Ras Al Khaimah, j'en passe. Mais surtout, on oublie que tous ces émirats sont régis de la même manière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imposition sur le revenu. Il y a des gens qui, rien ne vous empêche d'aller vivre à Sharjah et de vivre vraiment avec 1500 balles par mois. Parce que l'immobilier, il est très peu cher. Alors, c'est pas Dubaï, c'est l'Inde, c'est un autre pays, mais concrètement, vous êtes dans une juridiction où il n'y a pas d'impôt, qui est beaucoup moins cher. Et voilà, donc tout ça pour te dire, le premier préjugé, c'est la vie très chère à Dubaï. Ouais. Non, c'est parce que effectivement, les gens qui communiquent aujourd'hui sur Dubaï sont des gens qui sont plutôt à l'aise, qui ont la possibilité de vivre dans des beaux quartiers, qui aiment profiter, qui sortent, qui rencontrent des amis. Leur vie leur coûte cher. Que ce soit la communauté francophone principalement. On aime aussi, par exemple, on a nos habitudes de vouloir manger nos produits, nos trucs. Forcément. Et aussi, surtout, à comparaison gardée, on oublie que c'est la même chose dans les autres pays dans lesquels on s'expatrie. Je m'explique. Souvent, tu entendras les gens dire « oui, l'école à Dubaï, c'est très cher pour les enfants ». C'est exactement les mêmes prix dans quel que soit le pays où tu vas. Tu vas au Maroc demain, tu veux une école internationale pour tes enfants, c'est 10 000 € par an. Tu vas aller au Vietnam demain, une école internationale pour tes enfants. Donc c'est toujours ces mêmes tarifs de 10 000 à peu près l'année. Donc effectivement, oui, ça coûte cher l'école à Dubaï, mais si tu t'expatries de la France, que tu ne profites plus en tout cas de cette aide sociale, ça sera toujours cher quoi que tu fasses à l'étranger. C'est clair. Donc ça, c'est le premier truc. Okay. Le deuxième préjugé... qu'est-ce que je pourrais te dire ? Je sais pas, il y en a tellement. Le fait qu'on pourrait penser que c'est parce que c'est un pays musulman, c'est un pays qui est restrictif. Oui, oui, par exemple, ouais. Tu vois, et que c'est un pays qui te restreint, qui te fait attention, ça fait peur. Je me suis jamais senti aussi libre que depuis que je suis à Dubaï. Je veux dire, je me sens pas une seule fois. Alors, j'ai un petit truc par rapport à ça qui va te faire rire. Ma mère, justement, parlait de Dubaï il y a pas longtemps. C'est la seule personne qui a pas kiffé Dubaï. Ah, ok. Parce que, quasiment la soixantaine, bientôt. Surtout, maman, si tu me regardes, 58, c'est pas encore 60. Et elle a pas aimé parce qu'elle a ce côté où elle aime beaucoup la nature. Elle est en Corse, il lui faut les montagnes, le truc, les randonnées. Bon, on peut pas lutter avec ça, c'est comme ça. Même si, il faut pas oublier qu'à 1 heure de Dubaï, tu vas à Fougera, tu as des plages extraordinaires, tu as quand même de la nature. Ou à Harbour Creek, t'as vu, il y a des petits parcs sympas. On n'est pas à la hauteur sur ça. Ah oui, non, mais voilà, il faut prendre chaque destination a ses pros, ses avantages et inconvénients. La nature, Et non, Dubaï, au final, il y a quand même beaucoup de choses hyper sympas. J'ai complètement lâché. Le top 3, c'est ça ? Non, mais. Attends, il faut que je reprenne le deuxième. Le deuxième. Oui. Merci. Pays peu tolérant, c'est ça ? Oui, alors que c'est tout à fait l'inverse. Et ma mère, donc justement, elle me disait, mais t'es dans un pays où ça fait peur, vous avez plein de restrictions et tout.
Et je la regarde, je dis mais maman, je lui dis mais alors est-ce que tu peux juste me citer un seul truc où tu te sens restreint à Dubaï? Et elle réfléchit, elle me regarde, elle me dit mais demain tu piques un truc, je dis mais putain, mais je lui dis mais le seul truc que tu me donnes c'est un truc où genre ben oui, c'est le but justement, c'est que justement cette liberté française de on peut tout faire et même voler, parce que c'est le cas aujourd'hui, tu vois, pour aujourd'hui en France, ce laxisme, on va te mettre un avertissement, quelque chose, mais tu vas pas en prison concrètement. Et ben il y a pas ça à Dubaï, et c'est vrai qu'au final c'est pas plus mal. C'est ce qui fait que les gens se tiennent à carreau et qu'il y a peu d'insécurité. Bah ouais. Donc on avait rigolé, elle était morte de rire parce qu'elle a cherché pendant 30 secondes. Et... Du coup, le manque de nature, c'est vrai que ça c'est l'argument un peu facile, tu vois. Mais quoique je pense qu'ils sont en train de pallier à ce problème. Hein, t'as vu, ils plantent. C'est ça. C'est l'objectif principal de Dubaï. Ils le savent pour plein de raisons. Déjà, c'est un pays qui vit, enfin Dubaï, en tout cas l'Émirat de Dubaï, mis sur le tourisme. Ils savent qu'il leur faut quelque chose de plus vert, tout ça. Il y a aussi, ces objectifs, tu sais, en termes de CO2, trucs et autres. C'est une ville qui est quand même très polluée aujourd'hui. Et donc ouais, ils pensent à mettre soi-disant 3 fois plus de vert. En tout cas. Dubaï, dans la vision à long terme, va devenir une ville verte. Ah ouais, tu crois à ça? Moi, je crois que Dubaï, ce qu'ils veulent, ils l'ont. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, ils arrivent à leur fin. Donc ouais, je pense qu'ils l'auront. Ils sont bons. Ils ont un sujet de régulation. Ils travaillent là-dessus pour réguler la température l'été. S'ils arrivent à faire ça, ils investissent des milliards là-dessus apparemment. En fait, l'idée, c'est que ils descendent de 10 degrés, je crois. S'ils font ça, l'immobilier, ça va être incroyable. Jackpot. Voilà. Jackpot. Et d'ailleurs, c'est le seul truc par rapport à l'immobilier, sur l'investissement immobilier. Le seul contre-argument serait de dire oui, mais l'été, il fait très chaud. Tu dois partir, ouais, c'est un peu ça. Hormis ça, je vois que des points positifs. Donc ouais, et puis troisième, j'en ai pas. Franchement. Non. Et puis, après, les avantages, si on va en trouver, on en trouve. Mais un des avantages, je trouve, qui est incroyable, c'est la proximité que tu as avec le monde entier. Tu es à 6 heures de l'Asie, tu es à 6 heures de la France. C'est vraiment top. Après, il y a aussi... alors, si moi... Et ça, pour le coup, je le vois vraiment comme un inconvénient, c'est que tu as rarement des gens qui font toute leur vie ici. C'est une ville transitoire. C'est des gens qui viennent bosser 3-4 ans. Donc, pour créer des relations à long terme, c'est compliqué. T'as raison. C'est pas aussi facile que dans d'autres villes, quoi. T'as remarqué un truc que déjà on voit pas les anciens Émiratis, les personnes âgées. Oui. On en voit très peu. Oui. Ils sont où? Bonne question. Non, mais c'est vrai. Peut-être que je pose un truc bizarre là, mais genre on les voit pas. Je sais pas où ils sont. Peut-être qu'il fait chaud, ils restent à la maison et tout, mais c'est vrai qu'on voit très peu les anciens. Ouais. C'est une vraie question. Vrai sujet, mais mettez dans les commentaires si jamais quelqu'un a une idée. Ouais, franchement. À la recherche. Où sont les anciens à Dubaï? Parce que même dans le mall, on les voit. Peut-être qu'ils sont pas en mode délire Dubaï parce que touristique et tout, qu'ils sont dans d'autres Émirats et tout et tout. Peut-être plus à Abu Dhabi, mais on voit très peu le Qatar. Ou Qatar carrément sur le. Mais ouais, il n'y a pas. Mais ouais. À voir. Ouais, mais mis à part ça, c'est vrai que c'est compliqué de. C'est dur, mais non. Et puis voilà. Et puis ils ont quand même. Je parlais donc de restrictions. Donc c'est un pays, ça vient d'un pays musulman, donc ça casse un petit peu tout ce qu'on peut entendre. Moi, j'ai eu beaucoup de préjugés aussi. Oui, mais ils sont très tolérants. Ils sont très forts. Je pense qu'aujourd'hui, voilà. En tout cas, Dubaï, c'est un exemple qu'aujourd'hui, tu peux avoir cette multiculturalité et que ça fonctionne. Et que ça fonctionne hyper bien. Ouais. Alors que c'est pas un sujet ici. Oui. Pas un sujet au quotidien. Tu vois que c'est pas un sujet. On se promène dans la rue, nanana. T'as des Indiens à côté de toi, t'as toutes les religions, et ça ne sera jamais un sujet. Non. Donc ça, c'est trop. Il y a un vrai respect. Puis, ce que j'aime, donc là, c'est de l'aspect philosophique de Dubaï, c'est que c'est une ville qui a été pensée et créée par un entrepreneur et qui a tout. Tu sens dans la ville, c'est dans l'ADN de la ville qu'il y a vraiment cette volonté. De progrès, de rendre cette ville agréable pour les gens. Ils sont à l'écoute de leurs citoyens, ils n'hésitent pas à investir de l'argent sur des sujets qui sont des inconvénients pour eux aujourd'hui. Tu vois, ils sont vraiment dans une quête d'amélioration et de faire en sorte que leurs habitants, leurs citoyens se sentent bien. Ça, c'est agréable. T'as raison, et tu vois, je fais une petite liaison avec ce que je disais avant par rapport à Maj, de fait que je crée les choses par rapport à mes besoins. C'est très con, là j'ai renouvelé mon permis à Dubaï. Je m'attendais, tu sais, à avoir un truc administratif, retourner dans un bureau dédié, y présenter des documents, tout ça.
et je télécharge l'appli RTA, donc les régulateurs de la route. Ouais. Ça m'a pris 15 secondes. 15 secondes de paiement en ligne, tac, vous renouvelez votre licence, tac, vous voulez vous faire envoyer le format papier ? Oui, non, à votre domicile, oui, non. J'avais mon permis, le nouveau permis imprimé en PDF 3 secondes après. Et je me suis dit, vous les gars, vous êtes énervés. Genre, vous avez créé ce qu'on rêverait avoir, même en France, tout ce que tu trouves long, tout ça. Ici, c'est un gain de temps. Concentre-toi sur les choses importantes. Et c'est pas plus compliqué. Techniquement, aujourd'hui, on est capable de créer des applications. Oui. Je veux dire, un numéro de dossier, un truc, un PDF imprimé. Je veux dire, on est pas mauvais. J'espère qu'on a ce niveau-là, quand même, quand tu as un État avec les budgets qu'ils ont. Ouais. Et Dubaï, en tout cas, le fait. Mais on veut pas. Prenons l'exemple de la France, il y a énormément de bullshit jobs, tu vois, trop d'intermédiaires, des gens qui sont dans la fonction publique, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, avec les capacités technologiques qu'on a, on pourrait vraiment remplacer le job de ces gens-là. Et Dubaï, ils l'ont bien compris. Hein. C'est vrai que tout est digitalisé. Enfin, mais même un truc tout bête, c'est le Uber ou les Deliveroo. Tu as vu, tu peux te faire livrer une brosse à dents à n'importe quelle heure, un coiffeur chez toi. Un peintre, tu veux repeindre ton appart, tu le commandes sur l'application. Tout est ouf. Tout est facile. Ouais, il y a un avant-gardisme qui est agréable en fait. Tout est ouf. Et ça fait partie aussi de... voilà, je fais par rapport à mon expérience entrepreneuriale, c'est pas pour rien aussi. Je pense que j'ai réussi à Dubaï. C'est très con, mais concrètement, je donnais aussi autant d'énergie dans mes anciennes structures. Oui. Ce qui m'a fait, moi, aujourd'hui, réussir dans ma vie entrepreneuriale, c'est parce que j'ai pu optimiser mon temps. C'est parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de ces petits trucs-là. Quand tu es en France, quand un permis, ça te prend une après-midi à aller dans une administration ou tout ça, et que tu es en train de créer une boîte, tu rajoutes une après-midi, plus un matin, plus une journée, plus un truc. À la fin du mois, non, c'est énorme. Ouais. Tu rajoutes à ça des taxes, et voilà. Et tu arrives à Dubaï dans un environnement qui est dédié à la performance. Et aujourd'hui, alors je n'irai pas jusqu'à dire que tu viens à Dubaï, tu vas réussir à 100%, mais en tout cas, tu peux pas être dans des meilleures conditions qu'on te dit, tiens, tu n'as pas d'impôt, tu es optimisé, tout ce que tu fais, tu veux te faire livrer de la bouffe, tac, ton ménage, tu as une appli, tac, ça vient de... Là, je sors une appli dans 3 heures chez moi, j'ai même pas besoin d'y être, j'ai quelqu'un qui vient nettoyer pour 20 €. C'est ouf. Point. D'ailleurs, du coup, parce que là aujourd'hui, même bien que tu as quand même détaillé pas mal ton ascension entrepreneuriale, là où vraiment ça a été game changer pour toi, c'est depuis que tu t'es installé ici et que tu as monté cette société qui répond à un vrai problème. Ouais. Malgré ça, quels ont été les plus gros challenges que tu as pu rencontrer dans ton aventure à Dubaï ? Alors écoute, ça a été tu parlais d'un truc très intéressant il y a 2 secondes, c'est que Dubaï, il n'y a pas de relation de long terme. Ouais. C'est une très bonne analyse parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens de passage et qui dit de passage dit qu'il faut faire attention tout de même. On est dans un pays opportuniste parce que beaucoup de gens viennent à Dubaï pour l'argent. Tu le vois aujourd'hui, les Indiens qui sont à Dubaï, c'est parce qu'ils gagnent mieux que dans leur pays. Ils viennent ici. Les Philippins, c'est pareil. Chinois, Russes, les gens viennent à Dubaï parce qu'il y a un côté opportuniste qui est très bien. Encore une fois, l'opportunisme, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Voilà. Par contre, toujours est-il, ça demande, en tout cas, pour moi, ça m'a demandé de faire attention. Parce que tu as des gens qui viennent et qui savent qu'ils ne vont pas avoir à créer cette relation de confiance. Le gars, il vient, j'ai une connerie, il est dans la vente de voitures, ce que tu veux, ou quelqu'un qui vient dans l'immobilier, il est de passage. Il va te vendre un actif à 500 000 €, il s'en fout de si c'est une bonne affaire pour toi ou pas. Lui, il joue pas sa réputation. Le mec est dans l'immobilier en France, qui a sa boîte depuis 10 ans. Ce qu'il veut, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tes enfants, ils viennent dans sa boîte lui acheter de l'immobilier. Parce que le temps, l'investissement aujourd'hui en termes de com, il est rentabilisé fois truc. Les amis, très important, si vous appréciez notre contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, activer la petite cloche pour être averti en temps réel des sorties des nouvelles vidéos. Et aussi, si vous souhaitez savoir comment je peux vous accompagner personnellement avec mon équipe à atteindre vos objectifs et à gagner en liberté financière, c'est les premiers liens dans la description. Ceci étant dit, reprenons. Ici, tu as un agent, je parle de l'immobilier parce que c'est un milieu qui parle à beaucoup de gens, mais on va étendre ça à tout ce que tu veux. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est que tu as des gens face à toi qui vont être très forts dans l'approche, parce qu'on est aussi chez des champions, on est à Dubaï. Tu es à Dubaï, c'est que tu es bon. À un moment donné, c'est que tu as pris soin de comprendre un peu l'anglais, c'est que tu es dans un pays, tu as pris le risque de venir, tu es dans le haut du panier, quoi qu'il arrive. Et tu es face à des gens qui peuvent ne pas forcément aller dans tes intérêts. Et ça, c'est à toi très vite de savoir être bon dans le filtre. Et moi, ça fait partie de mon succès d'embauche. Pourquoi ? Parce que au départ,
tu dois trouver une balance dans ta société, dans le temps, dans l'énergie que tu dépenses. Si tu donnes trop d'énergie dans du bullshit, dans des gens peut-être qui veulent te vendre des choses, des trucs ou des mauvaises énergies et tout, tu vas pas avancer. Donc tu vas devoir trouver, entre guillemets, tu vas devenir très bon dans ce filtre. Dubaï, c'est aussi une ville qui t'attire tout le temps. Tu peux venir passer samedi soir, s'il te plaît, on a une soirée, nanana. Tiens, je suis avec 2 potes, s'il te plaît, viens, nanana. Et tu peux passer ta semaine aussi, être attiré, happé de partout. En permanence, ouais. Donc c'est à toi d'avoir cette balance de j'ai 100% d'énergie, où je la mets, on est à Dubaï. Et la petite anecdote, c'est que moi, je suis arrivé à Dubaï en même temps que d'autres entrepreneurs. Et comme tu l'as dit très justement il y a quelques minutes, il y en a certains qui, dès la première année, sont repartis. Qui avaient cet aspect très... des visions entrepreneuriales totalement différentes. Ouais. Par exemple, qui avaient pris tout de suite des bureaux. On veut montrer qu'on a des grands bureaux, on Prestige, est à Dubaï. Et puis moi, je veux dire, je dis, mais les gars, vous n'avez pas un client et vous prenez des bureaux pour qu'il n'y ait pas de clients qui viennent. Donc déjà, je ne comprends pas la logique. Genre, vous n'avez pas encore de clients, tu payes, tu te mets et tu vois, et au final, il y avait des choses qui étaient tellement logiques. Et au bout d'un an, j'ai vu ces gens-là me dire, franchement, hâte qu'on se revoie, je repars en Suède, en truc. Et je me dis, oui, mais pour moi, c'était logique. Donc, en tout cas, c'est vrai que parce que la plupart des gens, mais surtout les gens qui sont ici depuis longtemps, enfin les agents IMO, si on prend l'exemple de cette industrie, ils n'ont pas cette culture de la fidélisation parce que les gens, ils savent très bien que les gens sont là en transit. Et non, c'est un peu l'état d'esprit du one shot. Tu vois, on veut faire un coup, on veut récolter l'argent tout de suite parce que de toute façon, le mec va se barrer après. Alors qu'en France, c'est l'inverse. On est prêt à gagner peu lors d'une première interaction avec un client parce qu'on sait que sur le long terme. Alors qu'ici, c'est une philosophie inversée. T'as tout dit. Ouais, t'as tout dit. Et c'est exactement ça. Et je pense que d'ailleurs, il y en a certains, s'ils se posent la question, Maj, pourquoi ça a pris une telle ampleur, c'est parce que j'ai eu cette approche très franco-française. Mon marché était français, mais c'est parce que j'ai accepté, si tu veux, d'avoir justement avoir cette approche-là, de viser sur le long terme. Et donc là où à Dubaï, c'était, on en parlait juste avant au départ quand je te disais, comment le mec, on va lui faire 2 fois plus cher, c'est un Français, il arrive. Ok, mais il va le savoir. C'est un entrepreneur. Le mec, il a des contacts, il a des relations. Donc, c'est bien, tu as pris ton argent, mais ta boîte, elle est vouée à pas. Elle sera jamais quelque chose de ouf. Donc, tant mieux, tu as pris tes sous. Mais... Ouais, c'est clair. Quelles sont tes ambitions, tes objectifs de vie, toi, aujourd'hui, à 33 ans ? Écoute, j'essaie de savourer une première étape de ma vie qui est j'ai réussi à ce que je voulais, c'est-à-dire liberté géographique. Tu vois, là je te disais que je vais rentrer en France cet été, donc liberté en termes financiers dans le sens où aujourd'hui je suis pas stressé et puis moi j'ai connu quand même cette période-là dans ma vie, j'ai été employé, je sais ce que c'est de compter et beaucoup compter. Donc aujourd'hui j'ai atteint un premier palier qui moi déjà est très satisfaisant pour moi. Maintenant ce que je souhaiterais, si tu veux, c'est continuer. Moi, je suis un créatif, donc j'ai besoin d'avoir des projets. D'accord. Et de pouvoir continuer à créer des choses, à m'adapter aussi aux industries. On parle beaucoup d'IA en ce moment. Oui. Donc ça pourrait être, pourquoi pas, d'avoir la chance d'être dans certaines vagues. Tu sais, quand tu es dans la construction d'un projet, tu es beaucoup dans les opérations, dans le truc. Et tu vois... Il y a des gens, chez Maj, donc dans le club avec Oussama, tu vois que c'est des gens qui sont très instruits et autres, mais il a aussi, je pense, du temps en ce moment, par exemple, pour s'intéresser à ces sujets-là. Cette personne ou d'autres, Yomi ou autres, je vois des podcasts qu'ils font, je me régale avec eux, mais je me dis, vous avez aussi du temps aujourd'hui, de par tout ce que vous avez monté avant, vous avez cette possibilité aujourd'hui de vous instruire autant et d'avoir la chance de faire partie de ces vagues-là. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es... la tête dans le guidon... c'est ça. Donc si tu veux, moi, la prochaine étape, c'est celle-ci, ça serait de pouvoir m'octroyer un petit peu du temps pour pouvoir m'éduquer sur des nouveaux sujets et pouvoir faire partie de prochaines vagues. Par exemple, moi, la crypto, j'en ai pas du tout profité, dans le sens où il y a eu aussi une vague qui a explosé et j'ai pas fait partie des gens qui ont pu être dans celle-ci parce que j'avais pas à ce moment-là, en tout cas, ce temps pour pouvoir m'éduquer, être dans ça.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je trouve qu'il y a deux visions dans l'entrepreneuriat. Il y a ceux qui ont une vision d'actif où, tu vois, peut-être que tu as raté certaines vagues. Tu as des entrepreneurs de trendy, tu vois, qui surfent sur les trends, qui sont très bons pour ça et qui font des grosses rentrées d'argent, mais ensuite, ils surfent de trend en trend. Et tu as des entrepreneurs, je les appelle les entrepreneurs long terme, les bâtisseurs, peut-être comme toi. Alors oui, tu n'as pas surfé sur les trends. Par contre, tu as pris le temps de construire un asset. Donc ça t'a pris les années que ça t'a pris. Par contre, cet asset va te payer pendant les 10 à 20 prochaines années de ta vie. Donc même si tu as loupé les 2-3 trends qu'il y a eu ces 3 dernières années, à côté de ça, tu as construit un asset qui va te permettre de dégager du temps pour que tu puisses t'intéresser à des sujets, tu vois. Ouais, c'est juste. Et c'est vrai que c'est des visions un petit peu différentes. Mais tu as raison, sur le sens que moi, aujourd'hui, oui, j'essaie de... par exemple, c'est vrai que quand tu as donné autant d'énergie sur je t'ai parlé d'Highlight You, de ma boîte de trottinettes, je ne suis pas rentré dans le détail, mais moi, les trottinettes, quand j'ai investi, au final, j'ai investi dans mon produit. Donc, c'est moi qui ramassais les trottinettes. Le premier mois, c'est moi la nuit qui allais ramasser mes trottes avant qu'on puisse employer 1, 2, 3, 4 agents. Donc, j'ai bouffé, entre guillemets, et puis les années d'hôtellerie, j'en parle pas. Donc, tout ça pour te dire, en tout cas, cette envie à la trentaine de construire Mage et de faire les choses tellement bien que, comme tu dis, c'est un actif qui doit perdurer dans le temps. Parce que quand tu as donné autant dans une boîte et que tu recommences à zéro, truc et tout, c'est quelque chose qui est un petit peu traumatisant, je pense, et qui te donne envie, en tout cas, de monter quelque chose qui, comme tu dis, qui est hyper périn, et ce que j'essaie de faire avec cette boîte. D'ailleurs, on parlait pour revenir sur le point de la gestion financière, tu as beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, qui sont dans une course à toujours plus parce que ils sont peut-être pas ils sont pas peut-être pris le temps fondamental de se poser la question qu'est-ce qui est important pour eux, quelles sont leurs visions idéales de la vie, et donc ils sont dans une course en fait sans fin, effrénée. Toi, tu m'as l'air quand même assez posé, assez ancré, d'avoir une certaine aussi clairvoyance sur ton avenir, sur tes objectifs de vie. Alors, en tant qu'entrepreneur, l'argent, c'est un score, tu vois, c'est un score de réussite. Mais aujourd'hui, au-delà du fait que tu as atteint ce palier où tu es libre géographiquement, temporellement et financièrement, que tu fais à peu près tout ce que tu veux aujourd'hui, est-ce que c'est une course à toujours plus, ou alors tu as des objectifs bien définis que tu t'es fixés? Est-ce que tu es prêt à faire des projets aujourd'hui où l'argent n'est vraiment plus un premier objectif, mais peut-être une conséquence, ou tu es même prêt à ne pas gagner sur un projet? C'est quoi ta vision? C'est hyper intéressant. Je pense que on est dans un momentum hyper bizarre. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a l'IA, il y a un nouvel ordre mondial qui est en train d'arriver. Tu sais que, par exemple, avec le dollar, on sait que le dollar, concrètement, continuellement a été imprimé. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je m'intéresse. Et aujourd'hui, si tu veux, moi, je me pose des questions. Encore une fois, j'essaie d'être vraiment d'approcher l'économie de façon très humble, d'apprendre, de comprendre. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que, par exemple, on achète des assets, donc de l'IMO, des trucs, mais si on imprime de l'argent, concrètement, comment on peut dire que ça a une valeur si tu imprimes de l'argent? Concrètement, il n'y a pas de vraie valeur. Donc on se bat pour avoir des actifs qui, en fait, n'ont pas de vraie valeur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète vraiment une valeur, ou est-ce qu'on achète un flux entrant d'argent qui va arriver vers toi? Donc je me pose des questions, si tu veux, d'un point de vue économie, finance, en ce moment. Et si je te parle de ça, c'est parce que je suis dans un moment où je prends le temps d'analyser ce qui se passe, parce que on ne sait pas ce qui va se passer. En vrai, aujourd'hui, il peut aussi éclater quelque chose mondialement. Je pense que ça fait 50 ans que, en tout cas, il y a une économie qui tourne, il y a des employés, il y a des capitaux, il y a des capitalistes, tu as des profits, des choses et autres. Et je ne sais pas si indéfiniment ça va rester comme ça. Je ne sais pas si la monnaie, ça va rester comme ça indéfiniment par rapport au dollar, par rapport à ces pays émergents, avec la Russie, la Chine qui s'associent aujourd'hui, avec d'autres pays. Il faut voir aussi, tu sais, le fait qu'aujourd'hui, les pays arabes avaient le pétrole, principalement, vivaient de ça. Il y a aussi des choses qui vont changer avec l'électrique, d'autres. Donc, tout ça pour te dire, cette course effrénée à l'argent, elle reste en ce moment. Je suis plutôt attentif à voir comment ça va se passer. Parce que peut-être que tout va changer. Peut-être que les méthodes, entre guillemets, de qui va en tirer profit parce qu'il y a toujours
On voit bien qu'il y a des gens qui lead sur Terre, il y a des décideurs, tu as des personnes qui sont plus suiveurs. Donc l'intérêt, ça va pas forcément être de se concentrer, je pense aujourd'hui, sur l'argent, mais de rester dans un attentif à rester dans ces leaders. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu aussi une grosse inflation. Plus le temps passe, plus il y a des très riches et des très pauvres. Donc on se dit, c'est un petit peu le moment aussi de vite être dans le panier d'au-dessus, parce que ceux qui vont rester en dessous vont se retrouver keblo. Donc ce que j'étudie en ce moment me donne en tout cas l'envie de ne pas me concentrer que sur l'argent. Parce que je me dis, ça se trouve, on court après quelque chose qui, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tout va changer. Donc je reste... observateur. Ouais, je reste observateur de ouf. Tu vois, et je pense qu'il faut qu'on trouve une balance et faire attention. Il y a quelque chose qui va je pense, dans les 20 ans changer. Et le plus important, il y a des actifs qui sont hyper importants. Par exemple, aujourd'hui, tu as un podcast, la visibilité, l'attention. Attirer l'attention, pouvoir entre guillemets être en mesure de rediriger après sur des produits, des services, c'est quelque chose qui a une valeur énorme aujourd'hui et c'est un actif concrètement parce que c'est énorme. Donc il y a des choses sur lesquelles c'est intéressant de se mettre et donc tu vois aujourd'hui moi j'investis sur une marque. Mage aujourd'hui c'est une marque en fait de confiance. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui quand on entend Mage, c'est les gars ils sont hyper sérieux, c'est le bon prix, j'ai à 100% ce que je veux, j'ai des garanties et je me concentre sur ça et voilà. Tu as une vision de revendre cette boîte? Non, pas du tout. Pas du tout parce que je m'éclate. Et, ouais, je suis d'accord. Pour parler tu parlais d'actifs, c'est vrai que moi, comme je dis souvent, aujourd'hui je pense que l'actif, dans un monde où tout évolue très vite, tout est très incertain, pour moi, l'actif le plus antifragile qui existe, c'est une communauté, tu vois, c'est d'avoir une audience de gens qui te font confiance. Et toi, mine de rien, à travers Mage aussi, c'est ce que tu as su faire. Puis, on le sait, tu vois, tu parles de l'inflation, le fait que les États impriment de l'argent à outrance, etc., que l'immobilier, tout ça, même à Dubaï, tu vois, c'est compliqué. Je te parlais de ma volonté de m'installer, d'acheter plutôt quelque chose ici. Mais c'est vrai, les prix ont flambé, donc on ne sait pas vraiment, tu vois, si c'est le bon moment. Mais si au final, la vraie sécurité, c'est d'avoir juste des sources de cash flow, tu vois, des business. Parce que les business, mine de rien, l'argent que tu gagnes avec un business, c'est parce que tu crées une valeur dans la réalité, quoi. Ouais. Donc, je te suis. Ouais. La vraie source, c'est ce que je disais un petit peu par rapport à l'IMO, c'est que tu peux pas, en fait, t'achètes pas une valeur, parce que si on imprime 2 fois plus de sous, t'as pas de vraie valeur. Ah oui. Donc en fait, il faut pas s'arrêter à j'achète 500 000, c'est mon investissement. C'est t'achètes une source, un flow, et en l'occurrence, tu parles de business, c'est beaucoup plus rentable en soi un business que de l'IMO. Mais donc les deux, après voilà, donc t'as raison, on achète des sources de cash flow. Ouais. En tout cas, ma vision d'économie, c'est ça, c'est que en fait, le but, c'est d'acheter des sources de cash flow. Ouais. Qui reposent sur de la vraie valeur, quoi. Clairement, enfin, sur de la valeur que tu crées, quoi. Ouais. Un besoin auquel tu réponds vraiment dans la société. Plus que de faire de la spéculation, tu vois. C'est ça. Et puis après, moi, je parle de marque parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça sera dans 10 ans, dans 20 ans et tout. Mais ce que je sais, c'est que une marque, ça reste c'est en tout cas une marque de confiance. Une connerie, je parle de McDo concrètement, tu arrives au fin fond du monde, un truc paumé, tu veux manger un hamburger, tu sais pas, tu as écrit McDo, tu sais qu'ici tu sais ce que tu vas manger, tu seras pas malade, de confiance, tac. D'ailleurs, j'ai une question vis-à-vis de Mage. Est-ce que tu as pour projet vraiment de t'horizontaliser dans plusieurs pays, de mettre en place des Mages un peu dans d'autres pays ou pas? C'est une bonne question, j'y ai pensé évidemment, parce qu'aujourd'hui on est ce partenaire de confiance administratif et au final effectivement une personne qui est dans le e-commerce, elle peut être emmenée à bouger, mais aujourd'hui ce qu'il en est, c'est que Dubaï... T'as déjà beaucoup de boulot ici. Ouais, et puis Dubaï, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est qu'aujourd'hui, si encore il y avait 3-4 destinations, tu sais, alors je sais que t'as Adam qui est au Panama, t'as des mecs qui promotionnent un petit peu, voilà. Mais le Panama, quand t'es français, non, il faut admettre que t'as un décalage horaire qui est pas terrible, comme le Mexique, tout ça. Aujourd'hui, Dubaï, tu le disais, il y a non, c'est l'endroit pour moi où il faut être. Mais par contre, oui, j'y reste attentif. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui peut se passer et effectivement tu touches un truc juste, Mage.Bali, j'en sais rien, c'est quelque chose qui pourrait très bien exister demain si jamais il y avait beaucoup de gens qui iraient là-bas. Puis pour rebondir sur ce que tu as dit de Mage, c'est que tu l'as bien dit, c'est pas une personal brand, c'est une corporate brand et ça c'est très bien parce que par définition
ta société n'a pas besoin de toi pour exister. Et ça, je trouve ça pertinent parce que, mine de rien, ça, c'est quelque chose d'antifragile aussi, parce que ça peut durer, ça peut te suivre toute ta vie. Tu vois, si tu as les bons process, la bonne équipe en place et que tu arrives à maintenir le même standard de qualité, bah, c'est quelque chose qui peut clairement vivre sans toi. Ouais, c'était très important pour moi et ça découle aussi, tu sais, de ces dernières années entrepreneuriales. Parce qu'effectivement, je pars du principe que tout le monde doit être remplaçable. C'est ça que tu as tout dit, une marque aujourd'hui. Déjà parce que Mage, c'est pas Maxime. C'est vraiment une association d'experts qui, donc tu as un banquier, un expert comptable, des gestionnaires de projets. Donc c'est déjà plein de gens, c'est pas moi. Et surtout, ça ne doit pas être ces gens. Parce que concrètement, je touche du bois, mais tu as quelqu'un il peut lui arriver quelque chose demain, un problème de santé, ce que tu veux, mais Mage doit toujours exister. Ouais. Moi, j'ai des gens dont on gère l'administratif, point barre. Tu peux aussi avoir meilleur demain, je sais pas, mon banquier demain il pète un câble et puis voilà, et puis j'en ai un qui est 3 fois meilleur, mais en fait, je m'en fiche. Moi, je veux le meilleur pour les membres de Mage. Et c'est pour ça que la marque reste au-dessus de tout. C'est un petit peu comme tu me dirais, Paris Saint-Germain, Mbappé. Mbappé il part demain, le Paris Saint-Germain ça sera toujours le Paris Saint-Germain et dans 10 ans ça sera toujours le Paris Saint-Germain. C'est le plus gros challenge pour moi d'un entrepreneur, c'est ça, c'est d'arriver à mettre en place une marque ou à passer d'une personal brand à une corporate brand pour que ton business puisse scaler et perdurer à une plus grande échelle. Si tu avais à nous partager selon toi 3 clés qui t'ont toi permis dans le secteur d'activité dans lequel tu as excellé aujourd'hui de réussir, tu vois, de t'imposer en tant que leader dans ton secteur. Quelle serait-elle? Alors la première c'est la bonne gestion de mes dépenses et l'optimisation de celles-ci. Tout à l'heure on a écourté ma réponse sur ça, c'est moi qui ai switché sur autre chose, mais effectivement l'exemple type, la personne qui arrive à Dubaï qui par ego et pour se crédibiliser, va par exemple se prendre des bureaux à 2000 balles par mois. Tu as envie de lui dire, mais tu n'as pas de clients, tu payes 2000 euros par mois. C'est 2000 euros par mois, sans aucune connaissance technique en étant personne. Tu fous 2000 balles sur de l'ADS, j'en sais rien. Tu as déjà influent 30 prospects. Et puis c'est à la fin du mois, pour peu que tu arrives à en convertir quelques-uns, déjà c'est pas du tout le même résultat à la fin d'année. Et pourtant, c'est facile, je veux dire, jusque-là. On n'est pas dans des trucs encore complexes. On n'est qu'avec ton ego et savoir lancer une campagne ads. On n'est pas encore dans le... Voilà. Clair. Et tu vois que ça change tout. Parce qu'à la fin de l'année, tu parles de 24 000 balles hors frais annexes, donc 30 000 euros qui sont sortis. J'ai investi 2 et qui, ça se trouve, qui te ramènent 30. Donc tu as un différentiel de 60 000. Et tu as des gens qui se posent la question de comment réussir. Donc premier truc, c'est ça. Être riche, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Putain, mais t'as raison. Mais c'est complètement ça. C'est combien tu gardes et on l'oublie souvent parce que t'as ces histoires de footballeurs qui se retrouvent, tu sais, après leur carrière à ne pas avoir d'argent. C'est normal si tu gagnes 15 000 et que tu dépenses 15. C'est clair. Concrètement, t'es pauvre. Si tu arrêtes ta carrière le mois d'après, tu fais comment? Après, tu vois, tu parles des entrepreneurs qui arrivent ici. C'est aussi, je pense, la mauvaise gestion découle aussi de mauvais, peut-être, réflexes de la part des entrepreneurs. Typiquement, tu lances ton activité, tu vas prendre des bureaux. Mais non, en fait, c'est peut-être une mauvaise prise de conscience ou de l'ignorance, tu vois, ou du non-sens entrepreneurial de la part des gens qui débutent. C'est tu vends et ensuite, tu vois, tu vas pas prendre des bureaux alors que tu n'as même pas encore viabilisé ton produit sur le marché, tu n'as même pas vendu, tu vois. C'est du bon sens, tu vois, ça pourtant. C'est du putain de bon sens. Mais je te jure qu'en fait, si tu respectes que le bon sens en soi, voilà. Alors donc cette optimisation de dépenses. Et puis après, ça a été des passages, tu vois. Ça a été par exemple, aujourd'hui, j'en suis encore à un stade, il faut le savoir, où je n'ai toujours pas réellement... on voit beaucoup l'entrepreneuriat par effectivement le fait d'avoir de l'argent, des secrets, des nouveaux besoins, des produits, tout ça. Je sais que c'est très important. Moi-même, d'ailleurs, ça m'a donné envie quand j'ai vu des gens qui m'ont inspiré. On parlait de Théophile tout à l'heure. Voilà, quand il était dans sa belle voiture, un truc et tout, c'est des gens qui à l'époque m'ont fait tu as besoin de rêves pour passer à l'action, tout ça. Mais il y a aussi une réalité, c'est que par exemple, moi aujourd'hui, j'ai pas cette voiture de luxe, j'ai pas ces choses-là, parce qu'en fait, j'ai fait un choix d'investissement, très simple. Au moment où tu gagnes, je dis une connerie, t'es 6 000 euros à la fin du mois, tu as un choix très simple. C'est est-ce que j'augmente mes besoins, parce que tu es capable de vivre avec moi, donc est-ce que j'augmente mes besoins
dans ma vie de tous les jours ou est-ce que j'investis? Et ben moi, en fait, j'ai juste fait ce move de me dire, ces 3 000 euros-là, qu'est-ce qui se ferait si je payais quelqu'un pour me remplacer sur des tâches? Ouais, tu gagnes du temps. Donc, au départ, c'est hyper dur à faire. Parce que la vérité, c'est que quand tu es arrivé déjà à 6 000, 7 000 balles par mois, tu as enfin déjà un truc de te dire, en France, tu sais ce que ça représente, 6 7 000 balles, et c'est un premier déclic. Puis après, quand tu as cette première personne et que tu fais 2 fois plus d'actions parce que tu vas 2 fois plus vite et que tu retournes encore une fois, un chiffre qui te permet de te créer des besoins, tu te dis, mais si maintenant je peux remplacer une personne qui fait encore ça. Et ainsi de suite. Au final, moi, je ne sais pas ce que c'est de gagner beaucoup d'argent et de me créer des besoins. Je ne roule pas dans une belle voiture, ce que tu veux. Par contre, c'est ce qui fait qu'en fait, au niveau développement, je n'ai fait que des bons choix. Et les bons choix, ça a été des choix qui n'étaient pas basés sur l'ego. Le premier truc, c'est que déjà, j'ai... investi dans quoi? Dans ton équipe? Exactement, dans l'investissement, donc dans mes opérations, dans le fait principalement de pouvoir en fait avoir une qualité de service top. Et ce que je veux te dire, c'est que ces choix-là, ils ont été aussi possibles pour différentes raisons. Le premier, c'est que déjà j'ai la trentaine, je suis en couple et c'est quelque chose qui est très apaisant. C'est très con. Mais quand tu as la vingtaine, tu as ce truc de déjà, tu te dis, moi, je sais qu'en tout cas, j'avais ça, personnellement, vouloir impressionner. Peut-être que j'aurais la même expérience entrepreneuriale 10 ans plus tôt. Jamais de la vie, je l'ai. Parce que je vais vouloir me payer une belle voiture, parce que je vais vouloir, entre guillemets, impressionner, tout ça. Donc, je me suis libéré, si tu veux, moi, d'un point de vue égo, où rien ne me touche. C'est-à-dire que concrètement, moi, aujourd'hui, en fait, tout ce que je veux, c'est enfin être heureux, enfin... m'accorder un jour à moi, ma famille, une certaine sécurité. Et en fait, j'ai dépassé tout ce stade de j'ai peur du regard des autres, des trucs que tu peux avoir jusqu'à tes 20, 25. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir me concentrer de prendre les choix justes. Et pour toi, pour te sentir bien, le bonheur, pour toi, ne passe pas par l'acquisition de biens matériels. C'est quoi ta définition du bonheur? Si, de ouf, parce que concrètement, comme tout le monde, je reste un mec, tu me mets dans une Ferrari, ça serait un rêve pour moi. Mais la vérité, c'est que demain, aujourd'hui je peux? Oui. Par contre, est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est une décision de riche? Non. Est-ce que d'abord d'acheter des flots et après t'acheter ta Ferrari avec les flots, ça c'est être une décision intelligente de riche. Donc en fait, il y a une différence aujourd'hui, c'est que est-ce que j'ai les moyens de tout faire? Déjà, j'y suis arrivé. Par contre, je ne suis pas encore assez riche pour que je puisse me dire, la Ferrari, concrètement, pour moi, c'est... Tu peux en acheter 10. En tout cas, c'est avec mes investissements immobiliers, mes trucs et tout, qui font que je ne sais même pas ce que signifie. Et je pense que ce type de voiture, par exemple, pour avoir aussi une belle voiture plus jeune, j'ai une Cayman, tout ça, que j'aurais jamais dû avoir. Je n'avais pas les moyens de l'avoir. Mais je voulais impressionner, j'étais heureux. Je suis un fan de voiture aussi. Mais donc j'avais mis toute ma thune dans ça, j'avais 24 ans, Cayman full black, blablabla. Ah ouais. C'est excellent. Mais tout ça pour dire, je sais aussi que si tu n'as pas vraiment les moyens d'avoir ce type d'actif, c'est un stress. Donc soit tu as une féfé et pour toi c'est pas crête, concrètement tu touches une jante, tu la prêtes à ta meuf, elle te ramène la voiture fracassée. Comme ça. C'est ça. Soit tu t'en fous complètement. Pour moi c'est ça le vrai être riche, c'est ça, c'est avoir une caisse à 300 000 balles. Et demain ta meuf elle te dit tiens je t'ai pris ta caisse pour aller chercher le pain, je l'ai fracassé. Putain, tu fais chier, fais attention. Sinon, c'est pas la belle vie, c'est d'être complètement déstressé. Clairement. C'est pas pour me remettre du stress que j'avais à 20 ans, tu vois. Non, c'est clair. Mais du coup, dans cette vision de création d'assets, et donc c'est les passifs, c'est l'argent des actifs qui doivent financer l'argent des passifs, tu vois, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Dans quels actifs, donc là aujourd'hui, mis à part ton entreprise, tes équipes, tes process, est-ce que tu investis, je sais pas, en crypto, en IMO, en bourse? Comment tu utilises ton excédent de cash flow aujourd'hui? Principalement, je réinvestis sur ma société aujourd'hui parce que c'est dans celle dans laquelle je crois, qui pour moi est le meilleur investissement. J'ai aussi fait, si tu veux, cette erreur d'investir dans des choses que je ne maîtrisais pas. Par exemple, la crypto. Tu t'y connais, tu t'y intéresses, tu sais quand mettre sur quel token parce que tu as l'info magnifique. Par contre, tu arrives comme moi, j'ai fait de la thune, vas-y, je me mets 10K, ça sur se le réveille à 2. Ouais. J'ai des choses chez moi, j'ai des meubles cassés.
C'est vrai que j'ai des meubles cassés chez moi. Ah ouais. Des meubles cassés. Tu t'es énervé dessus. Des meubles cassés. Madame, elle rigole à chaque fois. J'ai des meubles cassés. Que quand je perdais 8K, je me réveillais et tout. Oh non. Je dormais pas la nuit et tout. Donc n'investissez pas sur quelque chose que vous maîtrisez pas. Clairement. Il y a tellement d'actifs. Je vais vous donner un exemple à la con. Mon père, il est fan de Rolex. Alors il a toujours eu il travaille dans l'hôtellerie et tout, donc il avait investi dans une belle montre, tu sais, donc vintage. Il est passionné. Passionné, c'est que c'est quelqu'un qui va. Donc il comprend, il sait comment faire de l'argent avec les montres. 10 heures par jour, il va te faire des forums, des trucs, il rigole pas. Ah ouais. Il va te sortir genre là, l'aiguille elle a été changée en 1970. Ah ouais. Voilà. Mais par contre, quand tu t'y connais, c'est ce qui fait qu'il a acheté une montre genre 3000 balles qui aujourd'hui peut-être en vaut 50. Ouais. Parce qu'il savait que ça, c'était quelque chose dans lequel il croyait. Et c'est pour ça que c'est un bon exemple pour moi, c'est qu'il n'y a pas forcément aussi de bons actifs. Il y a ainsi dans ce que tu maîtrises. Ce que tu comprends, c'est ça. Et aujourd'hui, moi, je conseillerais en tout cas, je crois beaucoup dans le Bitcoin. Du fait que pour moi, aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure d'un point de vue monétaire, quiconque s'intéresse un petit peu à l'économie sait qu'il se passe quelque chose avec le Bitcoin. Il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Donc déjà, c'est pour ça qu'il faut en acheter, quoi. Et puis aujourd'hui, la vérité, c'est que c'est de la bombe. Concrètement, tu veux envoyer de l'argent aujourd'hui à quelqu'un qui est au Pérou avec que dalle en frais et en 5 secondes, c'est le Bitcoin. À fond. Enfin, avec ta T'acceptes les cryptos chez Maj, toi? Cool. Bah oui. Et puis j'ai 10, 15, 20 de mes de pourcentage de mes paiements en crypto. Les gens, ils kiffent, ils utilisent leur crypto pour tout, pour tous leurs frais administratifs. Et donc le Bitcoin, de ouf. On ne sait pas où ça va, mais concrètement, je pense que 10% de tes actifs, moi en tout cas, je crois dans ça. Les montres, je kiffe. Mon papa m'a transmis ça. C'est quel modèle que tu as? C'est présidentiel? Non, c'est une Datejust. Black Diamond 41 mm. J'ai la même en bleu. Ah ouais. T'aimes bien les montres? C'est ton père qui t'a transmis cette passion? Ouais. Et je me suis remis dedans. Je me suis cassé la figure. Tu sais, quand j'avais mes premiers boulots dans l'hôtellerie, j'avais donc, il m'avait transmis ça. Il m'avait dit tiens, achète ta première montre et tout, avec tes sons. Il m'en avait offert une pour mes 18 ans. D'ailleurs, mon père m'avait acheté une Rolex à 18 ans. C'était un très beau cadeau. Ah ouais. Et c'était il m'avait lancé ça, tu vois. Et je me suis mordu les doigts parce que j'ai des montres que j'ai eues à l'époque qui valent des fortunes aujourd'hui. Des trucs genre Submariner écrit en rouge, des conneries qui valaient 5-6 000 balles à l'époque qui aujourd'hui valent 30-35. Ah ouais. Hyper rare, tu vois. Et alors pour moi, montre, moi je reste toujours dans ce truc. Tu sais, toujours un petit peu craintif de ce qui se passe. Il y a quelque chose pour moi qui bouge. Et les montres, c'est un actif qui est de la bombe. Pour moi, que tu le veuilles ou non, il y en a qui ne comprennent pas l'idée. Mais ta Rolex, partout où tu es dans le monde, d'accord, tu es à Bali, tu as besoin de thunes, d'accord, tu as un problème, on te bloque tes comptes en banque. C'est vrai. C'est liquide. T'as de quoi vivre moi j'ai de quoi vivre pendant plusieurs mois à Bali. Demain j'ai un problème. Je ne sais pas ce qui se passe, les banques font faillite, ce que tu veux. Moi, n'importe quel pays, en 5 minutes, je vais trouver quelqu'un qui va me reprendre ma Rolex, peut-être pas au prix du marché, 10-20% en dessous, mais j'ai de quoi vivre pendant plusieurs mois. Et ça, je kiffe l'idée. Ah, c'est fun de le voir comme ça. Alors après, Rolex, oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que c'est la particularité de Rolex. C'est l'idée qu'ils ont popularisée, c'est que tu as une Rolex dans le monde entier. Si tu pourras la revendre. Ça dépend quel modèle, ça dépend quelle marque aussi. Ouais, il faut s'y connaître. Il faut bien choisir. T'as raison, c'est important. T'as des gens qui achètent des Rolex en hors acier, par exemple. Faire attention, ça prend pas de valeur. Ah oui. C'est soit que acier. Soit des modèles en or, quelques-uns, mais c'est beaucoup l'acier qui prend de la valeur. Et là où ils sont très forts, le milieu des montres, c'est qu'ils ont tout pété. Ils ont compris le truc de, si tu veux, de limiter l'offre. Oui. Leur connerie de liste d'attente, il faut attendre 2 ans ta montre, 3 ans. Quoique Rolex, je crois que c'est la marque qui produit le plus de montres à l'année. Ouais, ils en produisent énormément par rapport à Audemars, justement, qui est très limité. Ouais. Mais ils sont tellement forts, je veux dire, c'est parce que ils créent le truc. Les mecs se mettent sur des listes en priant pour avoir un jour une montre qu'ils vont pouvoir revendre plus cher. Donc c'est un milieu qui a tout compris. Les montres, ils ont tout compris. Donc les montres, c'est. Montre, tu le vois comme, on va dire, un actif pour hedger la valeur, ou vraiment, tu es vraiment aussi dans une optique de spéculation où tu te positionnes peut-être sur des listes d'attente, tu t'intéresses activement à ce domaine, tu fais où c'est vraiment t'achètes pour le kiff et puis pour te dire dans un coin de ta tête, si un jour je me retrouve dans le besoin, de toute façon. Ouais, c'est ça. Donc concrètement, moi je vois aujourd'hui comme si tu veux,
comme si à la fin de l'année, je te donne un exemple en chiffres qui est complètement au pif, hein, mais c'est comme si tu dis voilà, j'ai 100 000 que je peux dégager sur lesquels je vais investir. Et après, je répartis sur, entre guillemets, un pourcentage. Donc, imaginons une partie en crypto, une partie, donc, les montres, pour la raison que je t'ai donnée, parce que pour le coup, on oublie que ça reste de la protection d'assets. Oui. Protection d'assets, parce qu'aujourd'hui, on oublie que on ne sait pas ce qui peut se passer. Encore une fois, problème bancaire, truc. Alors, on parle d'or ou autre, mais tu ne te trimbales pas avec tes lingots d'or et tout. Ta montre, elle est au panier. Encore une fois, il y a quelque chose de magique. Parce que pour moi, c'est c'est pas ce qui peut se passer sur Terre. Voilà. Donc, les montres, j'y crois. Bitcoin aussi. Bitcoin, j'y crois. IMO, j'y crois de ouf. Parce que pour le coup, par définition, déjà, on a été éduqué dans ce truc-là de... l'IMO, c'est l'investissement sûr. Acheter de la terre, on a arrêté d'en faire. Ouais. J'aime bien ça. Je l'ai pris à Anicette, celle-là. Ah bon ? Ouais, j'aime bien. Ouais. C'est vrai, les gens auront toujours besoin de se loger. C'est vrai, et puis... puis voilà, il y a un truc, pour le coup, avec l'IMO qui est ouais. Déjà, c'est vrai que c'est un des trucs où tu peux avoir ton levier bancaire. Tu peux utiliser les banques pour investir dans l'immobilier, et c'est ça l'objectif. Mais c'est énergivore quand même. Hein. Enfin, faut avoir du temps. Ouais, alors après, tu as quand même ce truc qui est magique sur le fait qu'il faut admettre que les banques prêtent plus facilement pour de l'immobilier, pour l'investissement de l'immobilier, et aujourd'hui, tu transformes tes 20% en 100, concrètement dans l'idée. Là, je te parlais de l'exemple de tu as 100 000 balles à la fin de l'année, tu vas dans une banque, tu mets tes 20 000, tu achètes un studio à 100, tu mets des locataires dedans, tu oublies, pour peu que c'est un endroit où tu sais que ça sera loué, tu as transformé tes 20 à 100 par logique. Donc si tu refais ça plusieurs fois, sans avoir plus de maîtrise quelconque dans un milieu, par exemple l'immobilier, pas besoin d'être expert dans un truc, de pousser, il y a des gens qui poussent le truc pour en faire un métier, mais ne serait-ce que jouer avec le levier bancaire de tu poses 20, tu as 100, tu mets des locataires, tu oublies. C'est très simple et tu peux démultiplier un capital. Et beaucoup plus accessible quand tu as des business à cash flow, parce que forcément la banque, si tu as un business, tu as des sources de revenus stables importantes, c'est plus facile. D'ailleurs à Dubaï, c'est possible ça maintenant. C'est possible d'emprunter. Les taux d'intérêt doivent être élevés, beaucoup plus élevés, je les connais. Très élevés, mais pas qu'à Dubaï. Dubaï sont plus élevés, mais oui, ça depuis le Covid, c'est hyper haut. Mais par contre, oui, c'est possible d'emprunter et un peu partout, pareil. Quand tu es entrepreneur, c'est toujours un petit peu galère parce que tu sais, c'est toujours comme en France, il faut 3 bilans. C'est hyper difficile, mais c'est possible aussi à Dubaï. Et donc, l'IMO, j'y crois. Et puis voilà. Et puis, je vais peut-être me lancer cette année. J'ai une idée par rapport au club. J'aimerais bien peut-être réfléchir à propulser des projets, des personnes. Ça peut être une idée, si tu veux, de sélectionner entre guillemets ensemble dans le club 2 projets dans l'année dans lesquels on croit et de tous pousser le projet, que moi-même je puisse aussi investir avec Maj, mais qu'on donne la chance à d'autres gens d'investir. Et je pense que c'est un truc dans lequel j'aimerais bien me mettre. Après, rentrer au capital de certaines boîtes qui sont dans le club de Maj, et de faire en sorte de scaler la boîte. Concrètement. Ouais, ça peut être des boîtes, ça peut être aussi des personnes qui, dans le marketing personnel, qui commencent à prendre un peu d'ampleur, dans lequel on croit et tout. Et pour moi, j'aimerais bien peut-être, parce que je me dis, il y a une vraie communauté. Tu en as beaucoup aussi qui sont médiatisés. Si on réunit nos forces demain sur, en septembre, je dis, j'ai une idée, il y a un truc, et on se met tous dessus. Toi, tu es bon dans l'admin, ok, prends cette partie-là. Toi, tu es nanana, ok, tout le monde essaie de trouver un accord et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ah, excellent. Je vais te poser une dernière question, Max. Qui est-ce que tu aimerais voir dans ce podcast ? À ta place. Qui est-ce que j'aimerais voir dans ce podcast ? Écoute, franchement, je me régale en ce moment. Oussama. Ça tombe bien puisqu'on doit se caler ça avec Ous normalement la semaine prochaine. Franchement, félicitations. Ça serait génial. Parce que c'est une bombe à chaque fois. Moi, je me régale dès que je l'écoute. Ah oui, non, mais c'est le père Castor. Hein. c'est avant la sieste. Franchement, les histoires d'Oussama, c'est incroyable. Tu peux écouter des heures. On peut rien dire. Et sincèrement, plus le temps passe, plus il se bonifie. Comme le bon vin. Ah oui. C'est une tuerie. Vraiment, je suis un fan. Voilà. Vraiment, vraiment. Voilà, Ous. Le message est passé. Max, merci pour ton accueil. Merci. C'était un gros kiff. C'était top. Et, félicitations en tout cas pour tout ce que tu fais. J'en profite. Merci Max. Voilà. Merci beaucoup pour ton invitation. C'était un gros kiff d'être avec toi. Plaisir partagé, Max. Et bravo.
parce que tu es à Dubaï et puis on oublie de le dire, mais tu sais, encore une fois, moi j'ai vu des centaines de personnes passer à Dubaï, arriver avec plein de choses en tête, et il y en a peu qui sont là. C'est vrai. Et donc toi aujourd'hui, tu fais partie de ces personnes-là qui n'ont pas fait que je viens voir Dubaï, qui n'ont pas parlé. Et donc bravo pour tout ce que tu mets en place. Et merci. Et puis merci aussi de faire partie de mon écosystème, parce que tu m'aides grandement sur tous ces sujets administratifs. Parce que c'est pas une mince affaire, encore une fois. Donc merci. Cool. Prends soin de toi. Beaucoup de plaisir. Les amis, merci d'avoir regardé ce podcast. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Abonnez-vous et likez cette vidéo. C'est très important. Et je vous dis à très vite, les amis, pour un prochain épisode.